Que se passe-t-il vraiment quand les projecteurs s'éteignent? Quand les disques d'or finissent au fond d'un placard et que les applaudissements s'évanouissent dans le silence d'une vie ordinaire? Karen Cheryl, l'icône, la princesse de la pop française, le visage souriant qui a illuminé nos écrans pendant des décennies, a aujourd'hui franchi le cap des 70 ans. Mais que reste-t-il de la star? Derrière l'ascension fulgurante, derrière le glamour et les queues de cheval emblématiques, se cache une histoire que peu de gens connaissent. Une histoire de trahison personnelle si profonde qu'elles l'ont laissée sans rien. Une histoire de chagrin d'amour dissimulé, de réinvention douloureuse et d'une lutte constante pour simplement être elle-même. Elle a passé sa vie sous le regard du public, jugée pour son apparence, pour ses choix, pour son vieillissement. Et si aujourd'hui, elle a enfin trouvé une forme de paix, loin de la célébrité, son histoire reste celle d'une tristesse silencieuse. La tristesse d'une femme qui a dû tuer son personnage public pour sauver sa propre vie. Voici la vérité, au-delà des gros titres. Voici l'histoire d'Isabelle Morizet, la femme que le monde connaissait sous le nom de Karen Cheryl. Et ce que vous allez découvrir risque de vous bouleverser. Si vous vous souvenez d'elle, ou si vous êtes simplement curieux de savoir ce qui se cache derrière ce sourire iconique, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir laisser un petit j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. C'est un petit clic pour vous, mais un immense encouragement pour nous. Un rêve sans aucune garantie. Avant que les paillettes ne recouvrent son nom, il y avait Isabelle Morizet. Née le 19 juillet 1955 à Saint-Germain-en-Laye, en France, Isabelle n'a pas connu une enfance que l'on qualifierait de classique. Nous sommes dans la France d'après-guerre, une banlieue parisienne chic mais encore marquée par la reconstruction. Son père, dessinateur industriel, et sa mère, lui offrent une éducation modeste mais aimante. Très tôt, la petite Isabelle manifeste une énergie débordante, au plus que tout, un amour profond pour la musique. Mais pas n'importe laquelle. Alors que les petites filles de son âge apprennent le piano ou le violon, Isabelle est attirée par un instrument bien plus bruyant, bien plus physique, la batterie. Choisir la batterie n'est pas courant pour une jeune fille dans les années 60, mais Isabelle ne cherche pas à entrer dans les cases. Elle a du rythme dans la peau, une pulsation qui la guide. Elle s'entraîne sans relâche, avec une discipline de fer, jusqu'à décrocher le premier prix du Conservatoire de musique de Saint-Germain-en-Laye. Un détail amusant, qu'elle mentionnera bien plus tard, est qu'elle a partagé ce prix avec un autre jeune batteur. Un garçon qui, des années plus tard, deviendra le batteur attitré d'un certain Johnny Hallyday. Une coïncidence modeste, une première étincelle dans une vie qui sera bientôt pleine de surprises. Sa formation musicale ne s'arrête pas là. Elle est prise sous l'aile de son oncle, et pas n'importe lequel, Jean-Louis Vial. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Vial est un batteur de jazz de renom, un musicien respecté dans le milieu. Il voit en sa nièce un talent brut, une véritable sensibilité musicale. Grâce à lui, elle enregistre sa toute première maquette. Pas une maquette amateur, non. Elle est accompagnée par des musiciens de jazz professionnels. Ces enregistrements, aujourd'hui presque introuvables, capturent une étincelle indéniable, un naturel désarmant chez la jeune Isabelle. Pourtant, rien n'était encore gagné. La musique est une passion, mais la vie réelle appelle. Après le lycée, elle obtient son baccalauréat avec une mention assez bien. Et, de manière surprenante, elle commence à envisager une carrière à l'opposé total des scènes de jazz. Elle s'inscrit à l'université, avec l'intention de poursuivre une carrière dans la recherche scientifique. La musique a toujours été son amour, mais la stabilité, la sécurité d'un emploi sérieux, semblait plutôt se trouver dans un laboratoire que sur une scène. Elle est à la croisée des chemins. D'un côté, la blouse blanche. De l'autre, les baguettes de batterie. Et puis, le destin intervient. Cette vieille maquette de jazz, enregistrée grâce à son oncle, refait surface. Elle tombe entre les mains d'un éditeur musical influent, Max Enfo. Séduit par cette voix claire et ce sens du rythme, il organise une audition. Mais pas avec n'importe qui. Il l'envoie rencontrer Claude Carrère. À l'époque, Claude Carrère est un dieu. C'est le producteur à succès derrière Sheila, l'idole absolue des yéyés. Carrère cherche alors la prochaine grande star. Mais, ironiquement, ce n'est pas Carrère lui-même qui la découvre. C'est son assistant, son bras droit, Humbert Petrucci, plus connu dans le métier sous le nom de Mémé Ibache. Mémé Ibache à l'oreille. Il a le flair. Il perçoit chez cette jeune fille de 19 ans quelque chose que d'autres n'avaient pas vu. Pas seulement un joli minois ou une voix acceptable, mais une véritable star potentielle. Une toile vierge sur laquelle il pourrait peindre la prochaine idole. Fin 1974, elle passe l'audition. Et tout bascule. Dès cet instant, Isabelle Morizet disparaît du regard du public. Elle est prise en main, relookée, rebaptisée. Les producteurs réfléchissent. Isabelle Morizet, ce n'est pas assez glamour, pas assez international. Ils cherchent un nom qui sonne américain, dans l'air du temps. Ils feuillettent des magazines, proposent des noms. Karen,
pour le côté frais et moderne. Cheryl, pour la touche de chic. Karen Cheryl est née. Elle signe un contrat. Elle entre dans l'univers imprévisible, impitoyable et étincelant de la pop française. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que derrière le glamour qui allait suivre, se cachaient des années d'incertitude, de conflits intérieurs et de sacrifices silencieux. Elle venait de tourner le dos à un avenir classique, à une vie de scientifique, pour un rêve sans aucune garantie. La montée d'une reine du disco. Le premier 45 tours sort en 1975. Garde-moi avec toi. C'est un succès d'estime, mais pas un raz-de-marée. Les producteurs ne se découragent pas. Ils sentent que le vent tourne. Le disco, venu des États-Unis, commence à déferler sur l'Europe. Ils décident de réorienter l'image de Karen. Moins de variété française, plus de show à l'américaine. En 1976, elle sort Sing to My Mama. Le titre est en anglais, le rythme est résolument disco. C'est un succès. Mais le véritable tournant, c'est Show Me Your Man 9 en 1978. La machine est lancée. Karen Cheryl devient la reine du disco français. Ce succès s'accompagne d'une transformation visuelle radicale. Fini les cheveux longs et sages. Elle adopte cette queue de cheval haute, devenue sa signature. Une image dynamique, saine, mais aussi incroyablement sexy. L'industrie ne lui laisse pas le choix. Pour être une star du disco, il faut être une showgirl. Elle est envoyée à New York. Pas pour des vacances. Elle part se former à la dure. Elle prend des cours de chant, de danse. Et pas n'importe où. Elle pousse les portes de la prestigieuse école d'Alvin Ailey. C'est l'une des compagnies de danse modernes les plus respectées au monde. C'est là qu'elle apprend à bouger, à occuper la scène, à devenir une performeuse complète. Dès lors, sa carrière semble irrésistible. Les tubes s'enchaînent, Cho Cho, Sweet Melody. Des émissions de télévision en prime time, un flux continu d'albums. Elle devient l'un des visages les plus reconnaissables de la pop française, rivalisant avec Sheila, son aînée de la même écurie. Mais cette réussite a un prix. Un prix incroyablement élevé. Derrière le maquillage, les projecteurs et les rythmes accrocheurs, Karen est une jeune femme soumise à une pression immense. Une pression pour se conformer. Son image, sa musique, la langue même dans laquelle elle chante, tout est décidé pour elle. Mémé Hibache et Claude Carrère, comme beaucoup de producteurs de cette époque, gèrent leurs artistes d'une main de fer. Ce sont moins des partenaires que des produits. Karen est marketée. Elle doit être douce, mais sexy. Accessible, tout en étant une idole inaccessible. Elle sourit sur scène, elle danse, elle chante. Mais en coulisses, elle commence à suffoquer. Elle se lasse de ses contraintes, de cette image fabriquée. Le début des années 1980 lui apporte à la fois des sommets professionnels et des désillusions personnelles. En 1980, les légendes absolues de la télévision, Mariti et Gilbert Carpentier, lui font une offre incroyable. Une émission numéro 1 entièrement consacrée à elle. C'est la consécration ultime. Il n'y a qu'une seule condition, elle doit chanter en français. C'est un tournant. Et un risque. Le public la connaît comme la chanteuse disco américaine. Va-t-il la suivre dans un registre de variété française? Elle accepte. Ses succès disco anglais sont rapidement adaptés. Sing to Me Mama devient Chante pour nous Mama. Show Me Your Man 9 se transforme en la marche des machos. Et ça marche. Le public français est au rendez-vous. En 1981, un autre immense succès suit, Si. Une chanson écrite par Claude Lemel et adaptée par un jeune auteur qui commence à faire parler de lui, Didier Barbelivien. La version française de sa chanson anglaise Yo Pitts me devient un tube incontournable. L'album se vend par centaines de milliers d'exemplaires, il est certifié disque d'or. Elle est au sommet. Elle enchaîne avec les Nouveaux Romantiques en 1982, tentant de coller à la nouvelle vague New Wave. Elle est partout. Pourtant, malgré ses triomphes commerciaux, Karen est en quête d'autre chose. Elle veut plus de contrôle, plus d'authenticité. Elle veut participer à ce qui porte son nom. Elle a l'impression d'être une marionnette, certes dorée, mais une marionnette quand même. Et c'est là qu'arrive la première grande rupture. Le premier grand nom de sa carrière. En 1984, une opportunité en or se présente. Une offre que personne ne refuserait. La Walt Disney Company la contacte. Avec le projet pharaonique d'Euro Disney, futur Disneyland Paris, qui se dessine, la compagnie cherche son ambassadrice officielle en France. Un rôle qui aurait pu lui assurer une visibilité mondiale, une carrière à long terme, une fortune. Elle prend une décision surprenante, une décision que l'industrie va juger comme une folie. Elle refuse. Elle est lassée. Lassée d'être enfermée dans une image trop lisse, trop parfaite. Elle dit non à l'univers aseptisé, aux contraintes commerciales qu'un tel poste imposerait. Elle ne veut plus être un produit. Ce choix marque un tournant. Libérateur, certes,
mais aussi incroyablement coûteux. Le rôle est alors confié à une jeune inconnue, Dushka Esposito, qui occupe rapidement la place laissée vacante, devenant l'idole des enfants. Pour Karen, les choses se compliquent. Les singles suivants ne rencontrent pas le même succès. Sa relation avec ses producteurs, Ibash et Carrère, commence à se détériorer. Elle sort une série de 45 tours, Vive les hommes, Maman la plus belle du monde, Feeling. Mais la magie n'opère plus. Le disco est mort, les années 80 avancent, et Karen Cheryl semble être une relique de l'époque précédente. Au milieu des années 80, sa carrière de chanteuse s'efface. Non pas brutalement, dans un fracas, mais lentement. Presque silencieusement. Elle est au bord du gouffre. Elle a dit non à Disney. Sa musique ne se vend plus. Elle est en conflit avec ses producteurs. Que va-t-elle devenir? Mais Karen, ou plutôt Isabelle, n'a pas dit son dernier mot. Elle ne quitte pas la vie publique. Elle change simplement de voix. C'est à ce moment précis, au creux de la vague, que sa vie privée va être frappée par une tragédie. Une trahison si violente qu'elle va redéfinir tout le reste de son existence. Si vous êtes touché par la complexité de ce parcours, par cette lutte entre la gloire et l'authenticité, nous vous serions infiniment reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Nous serions honorés de vous compter parmi nous pour découvrir d'autres histoires cachées derrière les légendes. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Protéger son fils, affronter la trahison. Derrière la personnalité médiatique, Karen Cheryl menait une vie privée qu'elle tentait de protéger. Mais au sommet de sa célébrité, à la fin des années 70 et au début des années 80, elle a vécu une trahison intime qui allait la marquer au fer rouge, en silence, pendant des années. À cette époque, Karen, alors âgée d'une vingtaine d'années, entame une relation sérieuse. L'homme est un avocat international, un homme du monde, influent, cultivé, bien introduit. Aux yeux de la jeune star, il semble brillant, protecteur. Elle pense avoir trouvé en lui un homme digne de confiance, un pilier sur lequel s'appuyer dans ce monde de requins. Elle lui confie son cœur, son avenir, et ses finances. Cette confiance était cruellement mal placée. L'homme qu'elle aimait ne s'est pas contenté de manipuler ses émotions. Il s'est méthodiquement immiscé dans ses affaires. Progressivement, sous couvert de gérer ses intérêts, de la protéger des contrats véreux, il a pris le contrôle total. Il a pris le contrôle de ses revenus, de ses économies, de ses royalties. Lorsqu'elle a enfin compris l'ampleur des dégâts, il était trop tard. Cet homme avait méthodiquement, froidement, vidé ses comptes. Il avait détourné la fortune qu'elle avait construite au prix de tant d'efforts, de nuits blanches, de tournées épuisantes. Selon ses propres mots, qu'elle ne confiera que des décennies plus tard dans une interview bouleversante à Thé ou Café, il a pris tout ce que j'avais gagné par mon travail. Ce n'était pas une exagération. C'était la stricte vérité. Karen Cheryl, la reine du disco, l'idole de la France, s'est retrouvée sans rien. Fauchée. Ruinée. La perte financière était totale, mais le plus douloureux n'était pas l'argent. C'était l'effondrement émotionnel. Pour quelqu'un qui avait travaillé sans relâche depuis l'adolescence, c'était une trahison au-delà de l'entendement. C'était une atteinte à son identité même. La femme qui souriait sur les plateaux télé, sous les projecteurs, faisait face en coulisses à un chagrin immense, une humiliation profonde et une perte brutale de toute sécurité. En public, elle n'en dira rien. Pas de scandale dans la presse, pas d'interview dramatique. Elle avale sa douleur, elle garde sa souffrance pour elle. Elle s'appuie sur son cercle intime, notamment sa sœur cadette, Sophia, pour traverser cette épreuve. J'ai dû remonter toute la pente, confiera-t-elle bien plus tard. Et elle le pensait. Pas seulement sur le plan financier. Elle a dû reconstruire son estime de soi, sa confiance dans les autres, son courage. C'est cette épreuve, ce traumatisme, qui explique en grande partie la suite de sa carrière. Quand sa carrière de chanteuse s'effondre au milieu des années 80, elle n'a pas le luxe d'attendre. Elle doit travailler. Elle doit survivre. Sa réinvention n'est pas seulement un choix artistique, c'est une nécessité vitale. Elle se tourne vers la télévision. Elle devient animatrice. Elle commence par des émissions jeunesse, comme Vitamine sur TF1. Et puis, au début des années 90, elle décroche le rôle qui va la présenter à une toute nouvelle génération. Elle devient l'animatrice de Hugo Délire sur FR3. Pour ceux qui s'en souviennent, Hugo Délire était une émission culte, révolutionnaire pour l'époque. C'était l'un des premiers jeux télévisés interactifs. Des enfants appelaient, et à l'aide des touches de leur téléphone, ils dirigeaient un personnage de jeu vidéo, Hugo, à l'écran. Karen était là, joviale, professionnelle, encourageant les enfants. Elle est devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision jeunesse. Et ce qui est fascinant, c'est que la plupart des enfants qui la regardaient n'avaient aucune idée qu'elle avait été, 10 ans plus tôt, une immense star de la pop. Ce virage stratégique la sauve. Il lui redonne une place dans le cœur des Français, tout en masquant discrètement son passé de chanteuse.
Cette épreuve de la trahison laisse des traces indélébiles. Isabelle, comme elle commence à se faire appeler en privé, devient bien plus prudente. Si elle continue à chercher des relations sincères, elle développe un instinct de protection féroce. Dans les années 80, elle a une relation avec Éric Tubiana, un avocat respecté. Une relation plus sereine. Mais c'est dans les années suivantes qu'elle trouve un lien véritablement durable. Loin du show business, loin des avocats d'affaires. Elle rencontre Jean-Claude Gotting. Gotting est un illustrateur et romancier reconnu. C'est un intellectuel, un artiste discret. Pour le grand public, il est surtout connu pour avoir dessiné les magnifiques couvertures des éditions françaises d'un petit livre sans importance, Harry Potter. Avec lui, Isabelle découvre quelque chose de rare, une vie sans caméra. Une vie où elle peut être non pas Karen Cheryl, mais simplement Isabelle Morizet. En juillet 1995, ils accueillent leur fils, Oscar. Cette naissance va tout redéfinir. Bien qu'elle et Jean-Claude ne se soient jamais mariés et se séparent plus tard, leur relation reste fondée sur le respect. Nous n'avons jamais été mariés, mais il voit son fils régulièrement. Oscar a 2 parents qui se respectent, expliquera-t-elle. Pas de drame, pas de rancune. Une maturité rare. Oscar devient le centre de son univers. Mais dès le départ, Isabelle prend une décision radicale, née de sa propre expérience douloureuse avec la célébrité, elle va protéger son fils, coûte que coûte. Elle refuse de le montrer. Aucune photo dans la presse, aucune apparition sur les tapis rouges. Oscar grandit loin des projecteurs. Il développe ses propres passions, notamment la musique électronique, produisant des morceaux sous le pseudonyme Agleia. Il exprime très tôt son refus de vivre dans l'ombre de sa mère. Il veut être anonyme. Et Isabelle respecte ce choix avec une force absolue. Sa vie lui appartient, déclare-t-elle. La célébrité ne sera pas un héritage, ce sera un choix qu'il fera, ou non. Cette protection farouche de son fils est la réponse directe à l'exposition et à la vulnérabilité qu'elle a elle-même subie. Le poids des attentes publiques. Parallèlement à cette reconstruction privée, elle doit gérer son image publique. Et dans une industrie obsédée par la jeunesse et la perfection, vieillir est un crime. Surtout pour une femme. Karen Cheryl, l'icône pop, est soumise à une pression intense pour conserver une apparence irréprochable. Et elle fait un choix, elle aura recours à la chirurgie esthétique. Les histoires de lifting m'ennuient depuis que j'ai 31 ans, confiera-t-elle, lassée par des décennies de spéculations incessantes. Elle a été l'une des premières personnalités à aborder le sujet avec une franchise relative. Sa carrière s'est déroulée dans un milieu où l'apparence est le métier. En vieillissant sous les projecteurs, les comparaisons entre son image de jeunesse et son apparence qui évolue alimentent les rumeurs. Elle reconnaît ouvertement avoir subi une rhinoplastie et des soins dentaires. C'est vrai que j'ai refait mon nez et mes dents, a-t-elle confirmé, pour couper court aux spéculations. Elle l'a fait pour elle, pour se sentir mieux. Cependant, elle a toujours nié avoir eu recours à un lifting, malgré les affirmations persistantes des médias. Ce n'est pas un lifting, affirmait-elle. Mais voir 2 photos de moi côte à côte, ça m'agace. Au début des années 90, elle adopte une coupe courte, platine, très inspirée de Jean Sebert. Ce changement radical, allié à son apparence toujours soignée, pousse beaucoup à croire à des interventions lourdes. Dès lors, chaque évolution de son visage est systématiquement attribuée à la chirurgie. Elle dénonce les doubles standards. Les femmes, dit-elle, sont censées vieillir avec grâce, mais sont critiquées quoi qu'elles fassent. Qu'elles acceptent leur âge ou qu'elles tentent d'y résister. Cette pression constante, ce jugement permanent sur son physique, est une autre forme de tristesse silencieuse. La tristesse de ne jamais pouvoir être assez bien. Imaginez la force qu'il faut pour se relever d'une trahison qui vous laisse sans rien, tout en gérant une carrière publique où chaque nouvelle ride est analysée. Si, vous aussi, vous admirez cette résilience, s'il vous plaît, nous vous supplions de laisser un j'aime sur cette vidéo pour lui rendre hommage. C'est un geste qui compte énormément pour nous. La dernière réinvention, tuer Karen, devenir Isabelle. Dans les années 1990, alors qu'elle triomphe en animatrice jeunesse, elle opère sa transformation la plus profonde. Elle abandonne le nom de Karen Cheryl. Elle renaît publiquement sous son vrai nom, Isabelle Morizet. Et ce n'est pas qu'un changement de nom. C'est un changement de vie. Elle entame une nouvelle carrière à la radio, sur Europe 1. Et là, surprise. Elle n'anime pas une émission de variété. Elle prend la tête d'émissions d'entretien, profondes, intimistes. Elle interviewe des artistes, des écrivains, des penseurs. Elle va même plus loin, elle reprend des études et obtient un DESS, un Master 2, de psychologie clinique. Son empathie, son intelligence et son sens de l'écoute sont salués. Elle n'est plus la chanteuse disco. Elle est Isabelle Morizet, journaliste et psychologue. Dans un geste symbolique et fascinant, en 2001, Isabelle Morizet interviewe Karen Cheryl.
Dans une séquence mise en scène numériquement, elle dialogue avec son double du passé. Elle dit au revoir à son personnage public. C'est à la fois ludique et incroyablement émouvant. C'est un rideau qu'elle tire sur sa jeunesse, sur son image construite, sur la femme fabriquée par l'industrie. Mais le public, lui, est nostalgique. Il ne tourne pas la page si facilement. Les anciennes chansons de Karen Cheryl continuent d'apparaître dans les émissions rétro. Parfois, elle accepte de rejouer le jeu. Souvent à contre-cœur. Et généralement en playback. L'une de ses prestations, Chérie Chérie dans une émission, va susciter une vive polémique. Un scandale qui illustre parfaitement sa relation brisée avec l'industrie. Nous sommes dans les années 2000, Patrick Sébastien l'invite régulièrement dans son émission Les Années Bonheur. Mais un jour, tout éclate. Des rumeurs affirment qu'elle a été écartée de l'émission pour avoir refusé de chanter en direct. Sébastien lui-même alimente la polémique. Elle démentira cette version. Elle expliquera plus tard qu'elle avait elle-même décidé de quitter l'équipe de l'émission, bien avant cet incident, lassée du comportement qu'elle jugeait inapproprié et irrespectueux de l'animateur et de ses équipes. Ce fut un rappel douloureux. Même des décennies plus tard, l'industrie cherchait encore à lui imposer ses conditions, à la peindre comme une diva capricieuse dès qu'elle osait dire non. Sa décision la plus radicale, et peut-être la plus triste pour ses fans, fut son refus catégorique de rééditer sa musique. Contrairement à tant d'artistes qui accueillent à bras ouverts les rééditions, les best-of, les coffrets, Karen Cheryl a activement bloqué la publication en CD de ses anciens albums. Elle s'est toujours opposée à toute forme de rétrospective. Il n'existe que 2 compilations, sorties sans son réel soutien. Pour les fans, c'était incompréhensible. Pour Isabelle, c'était nécessaire. Elle avait tourné la page. Son passé de star de la pop appartenait à une autre époque, à une autre femme. Une femme qui avait souffert d'une trahison financière, qui avait été jugée sur son physique, qui avait été méprisée par certains animateurs. Elle ne voulait plus de cet argent. Elle ne voulait plus de cette gloire. Elle trouve enfin la paix, la vraie. En 2002, Isabelle, alors âgée de 46 ans, choisit de se marier. Pour la première et unique fois. Son mari est Jérôme Bellet. Un nom très respecté dans les médias. Journaliste, cadre éminent, il est à l'époque le directeur d'Europe 1, la station où Isabelle s'épanouit. Bellet, déjà père, trouve en Isabelle bien plus qu'une compagne, une véritable égale intellectuelle. Ils partagent un amour des mots, des échanges en profondeur, et un désir mutuel de préserver leur vie privée. On m'a demandé en mariage de nombreuses fois, confiera-t-elle au Figaro. Mais je n'ai dit oui qu'à lui. Il est mon premier, mon seul et mon dernier. Dans un monde de déclarations spectaculaires, ces mots sonnent d'une sincérité désarmante. Leur relation est fondée sur le calme, la confiance, loin des tapis rouges. Aujourd'hui, Isabelle Morizet vit loin du tumulte. Elle n'accorde que peu d'importance à la presse à scandale. Elle se consacre à la lecture, à la radio, à la musique qu'elle écoute, et au temps passé avec son mari et son fils. Alors, pour en revenir à notre titre, Karen Cheryl a maintenant plus de 70 ans et sa vie est triste. Est-elle vraiment triste? Sa vie actuelle n'est pas triste. Elle est paisible, choisie, authentique. C'est la vie d'Isabelle. Mais le parcours pour y arriver, voilà où se trouve la tragédie. La tristesse, c'est cette jeune femme de 19 ans qui a dû abandonner son nom. C'est cette star au sommet de sa gloire, trahie et ruinée par l'homme qu'elle aimait. C'est cette animatrice souriante qui devait cacher sa ruine financière. C'est cette femme jugée à chaque instant sur son visage. C'est cet artiste qui a dû activement tuer son personnage, Karen, pour qu'Isabelle puisse enfin vivre. La tristesse, ce n'est pas sa vie d'aujourd'hui. C'est le prix qu'elle a dû payer pour l'obtenir. Avez-vous été surpris par les épreuves qu'elle a gardées secrètes si longtemps? Pensez-vous que des stars comme Karen Cheryl sont traitées équitablement lorsqu'elles choisissent de s'effacer du devant de la scène? Dites-le nous honnêtement dans les commentaires. Votre avis nous est précieux. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce voyage dans la vie de cette femme complexe. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains portraits. Nous serions honorés de vous compter parmi nous. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Et surtout, s'il vous plaît, ne partez pas sans nous laisser un j'aime si ce moment vous a plu.